À 10 h du matin, le 7 septembre 1997, dans le comté de Fauquier, la police de Virginie reçoit un appel d'urgence provenant de la ferme équestre d'Ashland. Dans la cuisine des domestiques, on a trouvé le corps de Roberto Villegas, joueur de polo professionnel, amant de l'héritière milliardaire et propriétaire du domaine. Il gît sur le ventre dans une mare de sang. Il a été tué de 4 balles tirées à bout portant. C'est un crime qui a secoué toute la communauté aristocrate de Virginie. L'histoire d'une héritière solitaire et d'un séduisant joueur de polo sud-américain. Ça aurait pu être un conte de fées. C'est devenu une tragédie. Suzanne Cummings vient au monde au sein d'une famille extrêmement riche. Ses parents sont des globetrotters expatriés qui fréquentent l'élite de la société européenne. Son père, Sam Cummings, est un ancien agent de la CIA devenu un des marchands d'armes les plus importants du monde. J'ignore la valeur exacte de sa fortune, mais d'après ce que j'ai compris, elle était de plusieurs milliards. Dès qu'un conflit se déclarait quelque part dans le monde, il s'y rendait pour vendre des armes. Il armait un clan ou son adversaire, voire les deux à la fois. Suzanne naît dans le sud de la France en 1962 et elle grandit dans une maison digne d'un palace dans la riche principauté de Monaco. Jeune fille, elle fréquente les meilleures écoles privées de Suisse en internat. Elle a fait ses études dans une école suisse réputée, le Rosé. Puis elle a déménagé à Washington, où elle a fréquenté un collège pour filles appelé Mount Vernon. C'est une école qui est réputée pour accueillir les jeunes filles de très bonne famille. Tarek Salahi est propriétaire d'un vignoble en Virginie et comptait parmi les amis de Suzanne. Elle a passé plusieurs années de sa vie dans le sud de la France. Elle voyageait beaucoup aux États-Unis et elle a eu un coup de cœur pour la Virginie. Elle adorait les chevaux. La région dont Suzanne tombe amoureuse s'appelle Hunt Country. Ses collines verdoyantes et ses bois sauvages en font l'endroit parfait pour la chasse au renard, le saut à cheval ou les courses de pur sang. De plus, de nombreux joueurs de polo professionnels habitent la région. On compte une centaine de joueurs de la Virginie au Maryland en passant par Washington DC. Hunt Country attire aussi les gens riches et célèbres. Les gens fortunés sont attirés par les grandes étendues propres à la région. Ils ont besoin de beaucoup d'espace afin de pratiquer leur sport de prédilection. Suzanne emménage dans un domaine de Hunt Country d'une valeur de 4 millions de dollars appelé Ashland Farm, que son père lui a acheté. On dit souvent qu'on peut déterminer la valeur ou le prestige d'une demeure par le nombre de cheminées qu'elle possède. Or, celle-ci en compte 9. Bien qu'Ashland Farm soit l'un des domaines les plus imposants et les plus riches de Hunt Country sur le plan historique, Suzanne ne reçoit que rarement. Et lorsqu'elle accueille des invités, ceux-ci sont déconcertés par ce qu'ils voient. Mon épouse et moi avions été invités à dîner un soir. Ça faisait déjà quelques années qu'elle habitait l'endroit, mais c'était très étrange parce qu'il n'y avait presque aucun meuble dans la maison. Elle utilisait une cuisine de domestique qui s'ouvrait sur une petite salle à manger où il y avait une petite table, des chaises, un canapé et une télé. Le mobilier de la maison se limitait pratiquement à ça. Le style de vie dépouillé de Suzanne s'accorde bien avec sa personnalité. Suzanne était la personne la plus timide que j'ai jamais rencontrée. Elle était extrêmement réservée. Suzanne passe la plupart de son temps non pas en compagnie d'êtres humains, mais d'animaux. Elle adorait les chevaux, les chiens, les chats. Sa ferme était remplie d'animaux. Elle les adorait tous. Elle prenait toujours soin des chats qui traînaient autour de l'étable. Elle faisait en sorte qu'ils ne manquent pas de nourriture, qu'ils aient des litières. Elle les faisait même vacciner. Elle adorait vraiment les animaux. Je connais beaucoup de femmes riches qui, tout comme Suzanne Cummings, privilégient la compagnie des animaux à celle des hommes. Elles vivent à l'ombre des projecteurs et préfèrent mener une vie solitaire. Pour Suzanne, Ashland Farm était l'endroit idéal. Au cours de l'été 1994, Suzanne assiste à un match de polo au club de Great Meadow. Il y a un match de polo tous les vendredis soirs à Great Meadow. C'est un événement social dans le meilleur sens du terme. Ça rassemble tous les gens du quartier, on regarde le match de polo, il y a des fêtes avant les matchs. C'est vraiment très sympa. C'est une arène qui rassemble tous les gens qui habitent la région et les joueurs de polo. J'ai rencontré Suzanne à l'occasion d'un match de polo du vendredi soir. Elle a tout de suite adoré ce sport. C'était une grande amatrice de chevaux. On avait ouvert une école dans la région afin de rassembler les fans et familiariser les gens à ce sport. Suzanne s'inscrit à des cours et s'entiche instantanément du polo. Elle investit des centaines de milliers de dollars afin de transformer Ashland Farm en un établissement d'entraînement équestre de haut niveau.
L'endroit est impeccable. On y compte plusieurs écuries et tout ce dont on pourrait rêver dans un établissement équestre. C'était l'endroit parfait pour entraîner et laisser un cheval en pension. C'était un lieu paisible et tout simplement merveilleux. Ashland Farm est peut-être l'un des meilleurs établissements d'entraînement de la région, mais Suzanne n'est pas très douée pour ce sport. Elle a éprouvé beaucoup de difficultés à maîtriser le polo. Elle n'avait pas beaucoup de force physique, particulièrement au niveau du haut du corps, alors elle avait beaucoup de mal. Durant l'été 1995, Suzanne rencontre l'homme qui va changer sa vie. Un joueur de polo argentin du nom de Roberto Villegas. Roberto vient d'un monde diamétralement opposé à celui de Suzanne. Il était venu aux États-Unis en compagnie d'un de ses amis, un joueur de polo professionnel. Il était venu comme garçon d'écurie, ce qui est presque toujours le cas pour les joueurs argentins. Il venait d'un tout petit village en Argentine. Sa famille était pauvre. À son arrivée, il ne parlait pas un mot d'anglais. Il a commencé comme palefrenier, mais petit à petit, il s'est fait une place jusqu'à posséder sa propre écurie. Dans les années 90, en plus de son écurie de chevaux destinée au polo, Roberto devient une star des championnats d'hiver en Floride. Il y a de nombreux professionnels qui viennent passer l'été ici, après les finales des championnats d'hiver en Floride. On les répartit dans les équipes locales afin de leur permettre de jouer. C'était un joueur phénoménal. Tout le monde aimait jouer à ses côtés, car c'était un joueur hors pair, doublé d'un gentleman. L'attitude décontractée et insouciante de Roberto lui vaut d'être une star sur les terrains de polo, ainsi qu'en société. C'était un charmeur, un grand joueur de polo. Il était doté d'un charisme redoutable. Il était toujours souriant, encourageant et de bonne humeur. C'est la personne la plus insouciante que j'ai jamais rencontrée. Il adorait le polo, les chevaux, le sport en tant que tel. C'était l'idole de nombreux jeunes, tant par sa façon d'être que par son style de jeu. Je n'ai jamais vu Roberto s'emporter. Il restait toujours maître de lui. Et ce, malgré le fait qu'il pratiquait un sport violent où les esprits peuvent s'échauffer. J'ai vu des joueurs avoir un comportement déplacé sur le terrain, mais lui, jamais. Roberto donne des cours de polo à Great Meadow et la majorité de ses élèves sont des femmes. Il hérite rapidement de la réputation d'être le Casanova de Hun Country. Je ne crois pas que la drague soit quelque chose de mal. Au contraire, c'est sain. Est-ce qu'il draguait ses élèves? Oui, mais on ne peut pas le lui reprocher. Il avait un charme qui ne laissait pas les femmes indifférentes. Puis, en août 1995, Roberto Villegas délaisse ses conquêtes et tourne son attention vers une seule élève, Suzanne Cummings. Peu après, l'affable ancien garçon d'écurie et la milliardaire introvertie tombent amoureux l'un de l'autre. Ils étaient en couple, mais ils essayaient tout de même de rester discrets. C'était difficile parce que la communauté du polo adore les ragots. À partir de là, ils sont devenus inséparables. C'était plutôt sympa de les voir ensemble, se tenant par la main. Il la suivait partout où elle allait et vice-versa. Une riche dame du monde ayant une aventure avec une star sud-américaine du polo, c'est peut-être un peu olé olé, mais il n'y a rien de criminel à ça. Suzanne est incroyablement riche, Roberto est incroyablement séduisant, ça arrive. Mais ce qui va suivre est plus qu'olé olé, c'est tout bonnement choquant. Durant l'hiver 1997, Roberto Villegas ne se rend pas en Floride pour la saison de polo. Au lieu de cela, il travaille à la ferme de sa petite amie milliardaire, Suzanne Cummings. C'était vraiment étonnant de sa part de passer l'hiver en Virginie au lieu d'aller jouer en Floride. Autre élément surprenant, suite à la demande de Suzanne, Roberto décline également les invitations de plusieurs équipes de Hun Country. En général, les joueurs de polo professionnels jouent pour le plus grand nombre d'équipes possible. Voir un joueur du calibre de Roberto jouer exclusivement pour l'équipe d'Ashland Farm de Suzanne, c'est très étrange. Et ce n'est pas tout. D'après Tommy Monaco, qui dirigeait le club de polo à l'époque, il ne recevait aucun salaire. Elle ne le payait pas. Il n'avait pas d'argent. J'ignore en quoi consistaient leurs arrangements financiers, mais normalement, il aurait dû obtenir au minimum 3 000 $ par mois, en plus des soins pour ses chevaux. En plus de vivre au crochet de Suzanne, il semble que Roberto renonce aux rentrées financières engendrées par ses propres chevaux. J'ai eu le privilège d'acheter un cheval. Il s'appelait Mosby. Même s'il appartenait à Roberto, j'ai dû négocier davantage avec Suzanne. C'est elle qui a eu le dernier mot au sujet de la vente du cheval. En tant qu'unique cliente et responsable financière de ses chevaux, Suzanne Cummings contrôle désormais tous les aspects de la carrière de Roberto. Tous, sauf un. Lorsqu'il s'agit d'entraîner ses chevaux, Roberto est seul maître à bord. Les Argentins sont connus pour leur façon de dresser leurs chevaux. Ils privilégient une méthode d'entraînement souvent plus dure que celle des gens d'ici. Une rumeur se propage disant que Roberto traite Suzanne comme ses chevaux.
J'ai eu vent d'une rumeur selon laquelle il avait battu à coups de fouet. Mais je n'ai pas pu en faire un article parce que personne n'était prêt à faire une déclaration officielle. Certaines personnes dont les chevaux étaient entretenus à Ashland pensaient qu'elle était maltraitée. Mais d'après les amis de Roberto, il l'aime et ne lui ferait jamais de mal. Je jouais avec eux. Ou plutôt, je les voyais plusieurs fois par semaine. Et honnêtement, je n'ai jamais détecté le moindre signe de conflit. Roberto était la personne la plus posée que je connaisse. Même lorsqu'il travaillait pour Suzanne et qu'elle profitait de lui, il l'a toujours protégée. Il n'aurait jamais permis qu'on lui fasse du mal. Mais avec le temps, de plus en plus de gens dans l'univers du polo de Hun Country sont persuadés que leur relation est en péril. Elle venait d'une famille mondaine. Lui était un homme d'origine pauvre et n'était pas habitué à ce style de vie. Elle, par contre, était une femme qui avait grandi en France et qui s'attendait à un traitement royal. Il y avait donc opposition de style. Plus tard dans la saison, ils ont organisé une fête en plein air, un assado. Mais on sentait que la relation n'était plus la même. Il suffisait d'observer leur langage corporel, la distance qu'ils maintenaient entre eux. Leur entourage se posait des questions. Puis, le 20 août 1997, Suzanne Cummings se rend à la police du comté de Fauquier et affirme au lieutenant Gary Healy qu'elle a des ennuis avec l'un de ses employés à Ashland Farm. Plus précisément, avec Roberto Villegas. Mademoiselle Cummings a affirmé qu'il était devenu exagérément possessif et qu'il menaçait de la tuer. J'ai avisé Mademoiselle Cummings qu'on pouvait régler ça immédiatement si elle acceptait de m'accompagner devant un juge. Ce juge émettrait un mandat d'arrêt contre M. Villegas en réponse à sa plainte à elle. L'enquêteur lui a demandé si elle voulait déposer une plainte officielle contre lui. Et elle a refusé, sous prétexte qu'elle avait trop peur de sa réaction. Mais elle tenait tout de même à les mettre au courant de la situation. Voilà qui est étrange. Si Suzanne est sincèrement terrifiée par son petit ami, pourquoi refuse-t-elle l'aide qu'on lui propose? Moins de 24 heures après que Suzanne est allée voir la police, le couple est à nouveau réuni à Ashland Farm. Tout semble aller pour le mieux. Surtout pour Roberto. Le 2 septembre, il reçoit un appel de l'ambassadeur d'Argentine à Washington lui demandant d'intégrer l'équipe nationale de polo à l'occasion d'un match contre l'équipe nationale américaine qui aura lieu le 7 septembre. Cette journée était très importante pour Roberto. L'ambassadeur d'Argentine devait assister au match et c'était une occasion fantastique qui s'offrait à lui. Malheureusement, Roberto n'aura pas la chance de jouer pour son équipe nationale. Dans quelques jours à peine, la police va répondre à un appel d'urgence provenant d'Ashland Farm. Cet événement va marquer le début de longs démêlés d'une milliardaire avec la justice. Les 5 et 6 septembre 1997, Roberto Villegas et Suzanne Cummings participent à 3 matchs de polo caritatifs avant de rentrer à Ashland Farm. Roberto doit se préparer en vue du match le plus important de sa vie, un affrontement entre l'équipe nationale américaine et celle de son pays natal, l'Argentine. L'équipe nationale d'Argentine est un rêve. Faire partie de la sélection est probablement le plus grand honneur qu'on puisse faire à un joueur de polo argentin. Roberto se réjouit à l'idée d'y participer. Mais Suzanne en a décidé autrement. Elle lui a interdit d'y participer. Il a probablement répondu qu'il irait, qu'elle le veuille ou non, puisque les chevaux lui appartenaient. Mais ce jour-là, Roberto Villegas ne franchira pas le seuil d'Ashland Farm. À 10 h du matin, le poste de police du comté de Fauquier reçoit un appel de Suzanne Cummings. Pour une personne qui venait de tirer sur quelqu'un, je l'ai trouvé étrangement calme. Tandis que Suzanne Cummings est toujours en ligne, l'agent Michael Zitz envoie des voitures de patrouille à Ashland Farm. La première chose que j'ai faite a été d'informer le responsable de la circulation, le sergent Kuno Andersen, que j'avais reçu un appel d'urgence de la part d'une femme qui affirmait avoir tué un homme par balle dans sa cuisine. Quelques minutes à peine après l'appel, le sergent Kuno Andersen arrive à Ashland Farm.
Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai remarqué qu'elle avait des marques rouges sur le bras. C'était son bras gauche, si je me souviens bien. Elle avait des plaies qui saignaient. Suzanne affirme au sergent Anderson que Roberto l'a attaqué avec un couteau. Pendant la lutte, elle s'est emparée d'un revolver qu'elle avait caché dans la cuisine et lui a tiré dessus. Dès leur arrivée sur les lieux et après un coup d'œil rapide, les enquêteurs mettent en doute les affirmations de Suzanne. J'ai demandé à voir où se trouvait la victime. Avec les autres enquêteurs, on a traversé pratiquement toute la maison, jusqu'à une cuisine située à l'arrière. Je me suis penché pour examiner le corps de M. Villegas, dont les jambes étaient sur la table. On lui avait tiré dessus à 4 reprises. Il avait été touché au cou, il avait une autre balle dans l'épaule, une troisième s'était logée dans le dos, et la dernière se trouvait sur le côté droit de son torse. Les enquêteurs en déduisent qu'au moment où on lui a tiré dessus, Roberto était tranquillement attablé devant son petit déjeuner et tournait le dos à Suzanne Cummings. Il y avait de la nourriture encore intacte dans sa bouche. Il y avait de la nourriture sur la table, des miettes dans son assiette. Il y avait une revue ouverte à gauche de son couvert, comme s'il était en train de la lire ou de la feuilleter. Les enquêteurs ont du mal à croire qu'il y a eu une lutte, comme le prétend Suzanne. Dans la cuisine où l'incident a eu lieu et où le couple s'est soi-disant engagé dans un corps à corps mortel, on n'a trouvé quasiment aucune trace de lutte. Le couteau qui, d'après Suzanne, aurait été utilisé par Roberto pour l'attaquer, se trouve dans une position particulièrement louche. Le couteau était coincé entre son corps et son bras droit, ce qui signifie que M. Villegas aurait saisi le couteau, poignardé Mlle Cummings, puis il se serait remis à manger son petit déjeuner tout en gardant le couteau en main. Ensuite, il aurait été touché par les coups de feu sans pour autant lâcher le couteau. Il serait tombé de sa chaise et se serait retrouvé au sol avec le couteau contre lui, sans que le sang répandu par terre ne se retrouve dessus, et sans qu'il le blesse dans sa chute ni qu'il fasse d'accroc dans ses vêtements. Les lois de la physique ne mentent pas. Cette succession d'événements est impossible. Les blessures infligées par Roberto à Suzanne, toujours d'après la version de cette dernière, sont encore plus douteuses. Ma première impression, c'était que ces blessures étaient superficielles et auto-infligées. Si j'agrippe quelqu'un et que j'essaie de le poignarder au bras, il ne va pas me laisser faire. Il va tenter de se dégager et ne restera certainement pas immobile. La profondeur, l'orientation et la position des blessures diffèrent énormément de celles infligées à une personne qui ne bouge pas et n'offre aucune résistance. Dès le départ, elles m'ont semblé particulièrement inhabituelles et surtout peu crédibles. Les affirmations de Suzanne quant à l'heure de la fusillade se révèlent également fausses. À 10h15, lorsque la police arrive sur les lieux, le sang de Roberto est déjà coagulé, ce qui signifie que Suzanne lui a tiré dessus bien avant son appel aux urgences. La police ne croit pas un instant que Suzanne ait agi par légitime défense. À juste titre, aucune preuve matérielle ne corrobore ces affirmations. L'histoire ne tenait pas la route. En examinant les détails, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un meurtre. D'après les faits, il avait été exécuté. En inspectant les lieux, les enquêteurs trouvent de plus en plus de preuves indiquant qu'il ne s'agit pas de légitime défense et que l'héritière milliardaire n'est pas la femme douce et timide qu'elle prétend. On a fouillé une pièce à l'étage qui semblait être la chambre de Suzanne. Et on a découvert plusieurs armes à feu. On a trouvé un Magnum 357 sous le matelas, un pistolet en acier inoxydable. Tandis que la police poursuit ses recherches, elle trouve de plus en plus de preuves qui contredisent le récit de Suzanne. On a trouvé des cartouches sur un bloc-notes dans le bureau situé tout près de la cuisine. Dans la chambre à l'étage, dans une armoire, on a trouvé l'étui de l'arme du crime. Il semblerait qu'elle ait pris l'arme tout en laissant l'étui dans l'armoire, puis qu'elle soit retournée en bas, l'arme à la main, avec la claire intention de s'en servir. Pour aller chercher cette arme, il aurait fallu monter 2 étages, si effectivement ce pistolet utilisé pour commettre l'homicide se trouvait dans son étui. Si elle est allée dans la chambre, elle aurait été suffisamment loin de M. Villegas pour se sentir en sécurité et appeler la police, non? Les enquêteurs sont persuadés qu'au lieu d'appeler la police, Suzanne est redescendue à la cuisine dans le but de tuer Roberto. À notre avis, Roberto prenait son petit déjeuner tranquillement lorsque Mlle Cummings est entrée et qu'une dispute a éclaté. Elle était si en colère qu'elle est montée dans sa chambre, a pris l'arme, et tandis que Roberto mangeait, elle s'est approchée sans faire de bruit, elle a visé, et elle a fait feu. Après avoir tué M. Villegas, elle a saisi le couteau afin de s'automutiler, puis elle a placé le couteau sur le corps de M. Villegas.
La police a suffisamment de preuves nécessaires pour arrêter Susan Cummings pour meurtre. Mais Susan n'est pas à bout de ressources pour éviter l'incarcération. Elle dispose de ses millions. Le 7 septembre 1997, quelques heures à peine après avoir emmené le corps de Roberto Villegas, la police arrête Susan Cummings pour meurtre. Susan engage l'un des avocats les plus réputés et les plus onéreux du pays, Blair Howard. Blair Howard est souvent engagé par des pontes de Palm Beach ou de Washington. Il avait plaidé dans une autre affaire très médiatisée où un mari abandonné, séparé de sa femme, avait tué l'amant de cette dernière. Et il s'en était tiré grâce à Blair Howard. Lorsque les accusés engagent des avocats renommés, ils envoient le message suivant. Ils sont prêts à se battre à hauteur de leur fortune. Blair Howard est l'un des meilleurs avocats qu'on puisse engager. Au centre de détention du comté de Fauquier, Susan Cummings rencontre son avocat en privé. Ce qu'elle m'a raconté ce matin-là, peut-être une heure environ après les événements, était identique à ce qu'elle a raconté au jury. Elle n'a jamais hésité ou bafouillé. Elle n'a jamais changé sa version des faits de quelque façon que ce soit. Plus tard dans la journée, Susan est officiellement accusée du meurtre de Roberto Villegas avec circonstances aggravantes. Sa caution est fixée à plus d'1 million de dollars, une somme que la milliardaire paie sans sourciller. La caution ne présentait aucun problème. Elle a été libérée le matin même, sous condition bien entendu que toutes les armes soient retirées de la maison. C'est ce que certains rédacteurs en chef appelleraient une histoire croustillante. Elle contient tous les éléments nécessaires. Il y a de l'argent, des chevaux et un meurtre. Blair Howard met sur pied une campagne médiatique dont le but est de convaincre le public qu'il ne s'agit pas d'un meurtre, mais tout simplement de légitime défense. Il l'a bel et bien attaquée au couteau. C'était son couteau, et il s'en est servi sur elle. Elle a donc eu recours à la légitime défense. Tandis que Susan dépense une fortune en honoraires pour que Blair Howard prépare sa défense, les amis de Roberto peinent à rassembler l'argent nécessaire pour ses funérailles. Il n'avait pas de compte bancaire, il n'avait aucune épargne, il n'avait pas d'argent dans sa chambre, il n'avait rien. L'ambassade d'Argentine a couvert les frais pour le rapatriement de son corps dans son pays natal. Mais ce sont les joueurs de polo qui ont payé ses funérailles. Les obsèques ont eu lieu dans une église catholique. Et je peux vous dire qu'il y avait une foule incroyable de gens venus des quatre coins des États-Unis pour honorer la mémoire de Roberto. Il a eu de très belles funérailles. C'était dans l'église de Middleburg et tous les joueurs de polo du club étaient présents. Mais Susan n'y était pas. Le procès de Susan doit débuter en mai. En vue du procès, les enquêteurs du comté de Fauquier poursuivent leur analyse des preuves matérielles. On a procédé à un examen minutieux du lieu du crime, ce qui nous a permis de localiser les balles et leur trajectoire. On a aussi analysé les blessures de Mlle Cummings et les éclaboussures de sang. Sans l'ombre d'un doute, on est arrivé à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'un incident de violence conjugale. Mais les médias de Hun Country semblent croire les affirmations de Susan qui prétend avoir eu recours à la légitime défense. La stratégie de son avocat cherchant à gagner la sympathie du public semble fonctionner. Maître Howard est l'avocat de la défense. Son rôle consiste à faire acquitter sa cliente des accusations qui pèsent contre elle. Et pour y arriver, il doit tout remettre en cause. Les gens, les preuves matérielles, Monsieur Villegas. Mais pendant ce temps, les procureurs choisissent de rester dans l'ombre. Nous ne voulions pas dévoiler notre stratégie, ni les preuves qu'on allait présenter au tribunal. La stratégie de l'accusation est simple. Présenter des preuves écrasantes démontrant qu'il s'agit bien d'un meurtre prémédité. Puis attendre tranquillement que le jury la reconnaisse coupable. Mais le procès ne va pas s'avérer aussi simple. Susan Cummings s'apprête à faire face au jury de Hun Country pour le meurtre de Roberto Villegas. Le 6 mai 1998 s'ouvre le procès de la milliardaire Susan Cummings, accusée du meurtre de son petit ami argentin, Roberto Villegas. Dans un endroit comme Hun Country, on déteste les procès comme celui-ci. Les riches et les puissants de ce monde viennent justement s'y établir pour fuir leur notoriété. Et tout ce cirque journalistique entourant le procès vient troubler leur tranquillité. Dès le début, le procès est une foire médiatique. La télé et la presse à scandale, ils voulaient tous des interviews. Lorsque le procès a débuté, Warrenton ressemblait à Times Square, avec toutes ses antennes paraboliques, les journalistes et même la presse étrangère qui venait couvrir les événements. Dès l'ouverture du procès, on comprend que la stratégie des procureurs consiste à se concentrer sur les preuves matérielles.
On avait l'appel d'urgence de mademoiselle Cummings. Les policiers avaient trouvé le cadavre de M. Villegas dans une mare de sang dont la consistance ne concordait pas du tout avec l'heure de l'appel d'urgence. Il y avait aussi l'endroit où se trouvait le couteau, ainsi que la trajectoire des balles qu'on avait extraites de son corps. À l'aide d'un mannequin de la taille de M. Villegas et en se basant sur les mesures prises sur les lieux du crime, on a démontré que M. Villegas était assis lorsque les balles l'ont atteint. Elles provenaient toutes du côté droit et leur trajectoire était descendante, ce qui signifie que la personne se tenait debout, surplombant M. Villegas lorsqu'elle a tiré. Mais la stratégie de la défense consiste à ignorer les preuves matérielles et à dépeindre Villegas comme étant un homme agressif et dangereux. Elle a cru qu'elle allait mourir ce jour-là. Elle était terrorisée, elle ne savait plus quoi faire. Devant cette impasse, elle s'est dit que tout était terminé, qu'elle n'avait plus le choix, et c'est ce qui l'a poussée à tirer. Il faut savoir que le jury n'était pas composé de gens issus du même milieu que Roberto, mais plutôt de citoyens nantis de Hunt Country en Virginie, des semblables de Suzanne. Faisant fi des preuves matérielles, l'avocat de la défense appelle de nombreux témoins affirmant avoir vu le côté obscur de Roberto Villegas. Il y avait des gens qui avaient été témoins d'attaques physiques et de menaces verbales. Faye Leffler a témoigné qu'il s'était mis en colère contre elle et qu'il avait menacé de la tuer. Ça s'était passé dans une écurie en Floride. Il avait ajouté qu'il tuerait aussi son cheval. Ça, c'était la nature de Villegas. De tous les gens qui ont témoigné contre lui, aucun d'eux ne le connaissait vraiment. Mais avec de l'argent, on peut faire dire aux témoins ce que l'on veut. On peut trouver quelque chose de désagréable qu'il aurait fait à une personne 15 ans plus tôt. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé sa vie au peigne fin. Les témoins de la défense jouent bien leur rôle. Mais au lieu d'appeler ses propres témoins, l'accusation s'en tient aux preuves matérielles. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les amis de Roberto. On était prêt à témoigner en sa faveur, vu que le jury ne connaissait pas Roberto. Il ne connaissait que l'image déformée que les témoins de la défense avaient présentée. Mais l'accusation ne veut pas s'écarter de sa stratégie initiale. Ce que la défense cherchait à faire, c'était de transformer le procès de ce qu'avait fait Suzanne Cummings ce jour-là en un procès de ce que Roberto Villegas avait fait subir à des tiers tout au long de sa vie, y compris à Mademoiselle Cummings. Si on avait suivi cette stratégie, on aurait perdu de vue la nature même de l'affaire, ce qu'on voulait éviter. J'ai vu ça plus d'une fois. L'accusation place toute sa confiance dans les faits et minimise les paramètres humains du crime. Mais les jurés sont des êtres humains. Et Blair Howard transforme le procès en une affaire qui met la parole de l'un contre celle de l'autre. Bien entendu, Roberto n'est plus là pour donner sa version des faits, contrairement à elle. Le 6 mai 1998, Suzanne Cummings se présente au tribunal du comté de Fauquier en tant que témoin à la barre. De façon timide et réservée, elle raconte sa version du meurtre tout en affirmant que Roberto avait un tempérament violent. Elle a donné l'image d'une femme fragile, dont un joueur de polo argentin fringant, séduisant et athlétique avait abusé. Son histoire était tout à fait cohérente et crédible. Et je crois que le jury a été convaincu qu'elle disait la vérité. Il faut dire que son témoignage était minutieusement préparé, à tel point qu'à un moment donné, je m'en souviens très bien, elle a commencé à répondre à une question. Elle a hésité, elle s'est arrêtée et a demandé à M. Howard de répéter la question. Puis elle a répété exactement la même chose, mais cette fois sans hésitation. Je crois que sa déposition avait été rédigée à l'avance. Toujours aussi confiante dans l'infaillibilité des preuves matérielles, l'accusation décide de ne pas appeler de témoin à charge qui aurait pu réfuter le témoignage de Suzanne. Tout ce que le jury savait sur la personnalité de Roberto, c'était ce que la défense en avait présenté. Et c'était une image erronée. Le 11 mai 1998, les deux parties présentent leurs conclusions. Quand le jury s'est retiré pour délibérer, j'étais intimement convaincu qu'il allait condamner Mademoiselle Cummings pour meurtre. Suite à son témoignage, je crois que certains jurés ont été convaincus que, compte tenu des circonstances, il s'agissait bien de légitime défense. Le destin de Suzanne Cummings repose maintenant entre les mains du jury. Bientôt, il va rendre un verdict incroyable dans le procès de Suzanne Cummings, la milliardaire accusée de meurtre. Le 12 mai 1998, un jury de Virginie annonce son verdict suite au procès pour meurtre de Suzanne Cummings, la richissime héritière.
Suzanne Cummings est reconnue coupable, mais pas de meurtre avec circonstances aggravantes ou avec préméditation. Le jury décide plutôt de la condamner pour homicide volontaire, dont la peine maximale est de 10 ans, en plus d'une amende ne pouvant pas dépasser 12 500 $. Les preuves présentées dans cette affaire démontrent sans aucun doute qu'il s'agit d'un meurtre avec circonstances aggravantes. Mais les frais d'honoraires astronomiques versés par Suzanne Cummings à Blair Howard lui valent une peine réduite. Si je me fie à mes années d'expérience en tant qu'officier de police, et d'après ce que j'ai vu sur les lieux du crime et entendu lors du procès, ça ne fait aucun doute que Suzanne Cummings a assassiné Roberto Villegas. Mademoiselle Cummings a tué cet homme de sang-froid. Pour nous tous qui avions passé des heures sur les lieux du crime, des heures à examiner M. Villegas, à interpréter les expertises médico-légales, des semaines à préparer le procès, pour nous qui connaissions l'affaire en détail, c'était tout simplement scandaleux. Je me suis mise à sa place. Je me suis reconnue en elle. Je viens d'une famille riche, alors j'aurais pu réagir comme elle l'a fait. Si l'accusation avait appelé des témoins de moralité en faveur de Roberto, le jury aurait eu plus de mal à trancher, d'un côté ou de l'autre. Dans le monde du polo, les amis de Roberto sont atterrés. Je ne crois pas que justice ait été rendue. La peine n'était pas à la hauteur du crime commis. J'étais déçu de ne pas avoir pu défendre Roberto, son nom et la personne qu'il était vraiment. Ils croyaient qu'ils avaient suffisamment de preuves matérielles pour prouver sa culpabilité. Vous avez vu le résultat. Ils ont perdu. Certes, l'accusation n'a pas complètement perdu. Suzanne Cummings va devoir purger une peine pour son crime. Mais la peine annoncée par le jury est encore plus choquante que le verdict. On l'a condamnée à 60 jours dans la prison du comté et une amende de 2 500 $. 60 jours de prison pour avoir enlevé la vie de quelqu'un, c'est ridicule. Au lieu de finir ses jours en prison, Suzanne n'a qu'à purger 60 jours dans le centre de détention du comté et débourser la maigre somme de 2 500 $. Ça a été l'une des rares fois où une criminelle s'est trouvée en mesure de payer immédiatement son amende. D'après ce que j'ai compris, elle a vite fait un chèque. Lorsque Suzanne Cummings est incarcérée, le bureau du shérif évacue tout un étage du centre de détention et le met à sa disposition. On a entendu dire que certaines des détenues avaient été révoltées à l'annonce du verdict. Et on craignait qu'elle la maltraite durant son séjour en prison. Mademoiselle Cummings aurait pu être attaquée ou agressée par ses co-détenus. Elle lui en voulait parce qu'elle-même purgeait des peines beaucoup plus sévères, parfois entre 2 et 5 ans, pour avoir fait des chèques sans provision ou pour possession de drogue. En comptant une réduction de peine pour bonne conduite, Suzanne purge un total de 57 jours pour le meurtre de Roberto Villegas. Beaucoup d'habitants de Hun Country se demandent encore si elle s'en est tirée à bon compte ou si c'est son petit ami violent qui l'a bel et bien poussée à commettre un geste désespéré. Je crois sincèrement qu'il était violent. Sinon, comment serait-elle arrivée à le tuer? Aujourd'hui encore, j'essaie de comprendre quel était son mobile, pourquoi elle a fait ça. Certains représentants de la loi pensent que Suzanne Cummings a tué son petit ami simplement pour se débarrasser de lui, tout en sachant que sa fortune la protégerait. Ils sont convaincus que son témoignage n'était qu'une supercherie. D'après ce qu'on a vu au cours de l'enquête, je ne crois pas une seconde à la thèse présentée au tribunal, faisant état d'une femme fragile et douce qui cherchait à se défendre. Pour moi, ça ne tient pas debout. Il existe beaucoup de victimes de violences conjugales à travers le pays et à l'étranger. C'est un fléau horrible auquel il faudrait mettre fin. Mais là, ce n'était pas ça. Certains enquêteurs croient que Suzanne Cummings a planifié de tuer Roberto Villegas bien avant qu'elle ne presse la détente. Lorsqu'elle est venue me voir la première fois le 20 août, je crois qu'elle voulait faire en sorte de nous faire rédiger un rapport au poste de police pour avoir par la suite une preuve qui corroborerait ses dires et justifierait ses actes. Et elle s'en est effectivement servie. Après sa sortie de prison, Suzanne Cummings reprend une vie solitaire dans son domaine d'Ashland Farm. Elle est rarement aperçue en public. Son mode de vie est essentiellement le même. Elle habite dans sa grande ferme isolée. On la voit parfois lors d'événements équestres. Un jour, alors que je faisais mes courses, j'ai croisé Suzanne dans le parking et je lui ai dit bonjour en me présentant. Elle savait qui j'étais et elle était très reconnaissante pour le verdict. Malgré sa fortune, Suzanne est aujourd'hui une paria dans certains cercles mondains de Hun Country. Le monde du polo l'a totalement rejetée. Elle est persona non grata au sein de la communauté du polo. Je ne l'ai jamais revue à un match de polo depuis l'incident. Elle n'y serait pas à sa place.
Elle s'en est tirée à bon compte. Elle n'a écopé que de 60 jours et d'une amende insignifiante. C'est triste de penser qu'on peut assassiner quelqu'un et prendre 60 jours, alors que dans le même temps, un policier infiltré peut vous acheter pour $50 de cocaïne et vous faire incarcérer pendant 60 ans. C'est malheureux, mais le système est comme ça. Cette affaire est un nouvel exemple regrettable, prouvant que le compte en banque d'un criminel pèse davantage dans la balance que la quantité de preuves démontrant sa culpabilité. Ce qui est arrivé à Roberto Villegas continuera de hanter Hunt Country pendant de nombreuses années. Tant mieux. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis.